Bonjour et bienvenue à l'unité 13. Dans cette unité, nous examinons les approches et les mécanismes de mise en œuvre des débits environnementaux à l'échelle de bassins pluviaux entiers. Dans la dernière unité, nous nous sommes penchés sur la mise en œuvre des débits environnementaux pour les barrages individuels ou des cascades de barrages. Les barrages sont bien sûr situés dans des bassins fluviaux et ont le potentiel de modifier le régime d'écoulement sur de longues étendues de rivières. Nous devons donc conserver les barrages et leur fonctionnement comme un élément central de la mise en œuvre des débits environnementaux à l'échelle du bassin. Mais nous devons également élargir notre perspective pour englober beaucoup plus de considérations juridiques, institutionnelles, de planification et opérationnelles. L'adoption d'une approche à l'échelle du bassin est l'un des principes centraux de la gestion intégrée des ressources en eau. Au cours des 25 dernières années, les lois de nombreux pays ont été actualisées pour reconnaître les bassins fluviaux comme des unités naturelles de gestion des ressources en eau. Et de nouvelles institutions et de nouveaux processus institutionnels ont été créés pour faciliter cette démarche. Vous avez déjà entendu parler de la Murray-Darling Basin Authority. D'autres exemples importants sont la Commission du Mekong, la Commission internationale pour la protection du Danube et la Commission des cours d'eau du Zambèze. L'image sur la diapositive montre un schéma des principales caractéristiques et des principaux utilisateurs de la rivière Bow au Canada. Le Conseil de bassin de la rivière Bow a été créé en 1992 et est semblable à de nombreux conseils locaux plus petits et plus nombreux. Contrairement à l'autorité du bassin Murray-Darling, qui a la responsabilité légale de la planification et de la mise en œuvre de la gestion des ressources en eau, le Conseil de la rivière Bow est un organe consultatif dont le mandat général est de promouvoir la sensibilisation aux problèmes de l'eau du bassin, de favoriser la coopération entre les agences et de fournir des liens de communication entre les gouvernements, les groupes d'intérêt et le grand public. Diverses approches de la gestion des ressources en eau à l'échelle du bassin existent dans le monde entier, mais la plupart sont contenues dans les plans de gestion des bassins. Examinons donc de plus près comment les débits environnementaux peuvent être intégrés dans ces plans et les mécanismes de mise en œuvre qu'ils contiennent. Les plans de bassin sont guidés par des visions et des objectifs clairs pour le bassin, qui visent généralement la durabilité par des moyens compatibles avec les lois, les règlements, les meilleures pratiques en vigueur. Ils chercheront à atténuer de nombreuses formes de facteurs de stress environnementaux, y compris les modifications des débits environnementaux, qui peuvent être atténuées par la détermination et la mise en œuvre des débits environnementaux. En se concentrant sur les éléments de la planification les plus pertinents pour les débits, l'accent sera mis sur les moyens de gérer les sources d'altération hydrologique compte tenu des paramètres politiques actuels. Il existe un certain nombre de mécanismes pour faire face aux impacts négatifs de l'altération du débit et contrôler la distribution de l'eau dans le système. Il s'agit notamment des licences, des interventions d'ingénierie, des processus de collaboration ou obligatoires et même des marchés économiques. Mais nous nous concentrerons sur les mécanismes de répartition de l'eau dans l'environnement, comment protéger passivement les débits environnementaux en limitant les dérivations et les prélèvements ou comment fournir activement les débits environnementaux pendant la régulation du débit. Nous examinerons de plus près 5 mécanismes. 1. Les plafonds de consommation d'eau. 2. Les conditions de licence pour les utilisateurs privés d'eau. 3. Les conditions pour les opérateurs de stockage ou de ressources en eau. 4. La création d'une réserve écologique d'eau. 5. L'émission des droits environnementaux sur l'eau. Les 3 mécanismes de la rangée supérieure
impose les conditions à l'utilisateur ou à l'opérateur de l'eau, tandis que les deux de la rangée inférieure établissent un droit légal à l'eau pour l'environnement. Ces mécanismes sont décrits en détail dans le chapitre de Horn et Hall noté sur l'écran qui est l'une de vos lectures obligatoires pour la semaine. Chacun est un mécanisme indépendant, mais ils se produisent ensemble dans la mise en œuvre des débits à l'échelle du bassin. Comme nous avons déjà examiné les conditions des opérateurs de stockage lors du dernier cours, je ne dirai plus qu'un ou deux mots sur leur sujet. J'examinerai ensuite les 4 autres tandems, en commençant par la combinaison d'un plafond sur la consommation d'eau et les droits environnementaux sur l'eau dans le bassin de Merle-Darling. Puis, en examinant une combinaison d'exigences de licence pour les utilisateurs individuels et les réserves écologiques dans le bassin marin. Dans cette unité, vous trouverez également des études de cas plus détaillées sur la mise en œuvre des débits d'eau dans ces bassins. Comme nous avons examiné en profondeur la mise en œuvre des débits environnementaux pour les barrages dans la dernière unité, je voudrais ici souligner l'importance d'intégrer ces mesures basées sur les barrages dans la mise en œuvre des débits environnementaux d'eau dans les grands bassins. Pour les lâchers de barrages au fil d'eau qui n'ont pas de capacité de stocker l'eau à travers des saisons, les lâchers font partie d'un processus continu d'acheminement de débit en aval en synchronisation avec les conditions réelles du système. Ces lâchers sont plus importants dans les périodes de faible débit lorsque la capacité de dérivation du système au fil de l'eau peut dépasser le niveau de débit de la rivière. Pour les barrages de stockage, les lâchers peuvent être une réponse à des stratégies du bassin plus importantes. Rappelez-vous le rôle important du barrage de Hull pour contrôler les débits environnementaux en aval du fleuve Murray tout au long de l'année et le rôle du barrage Hoover pour libérer plus de 130 millions de mètres cubes d'eau nécessaires à l'impulsion de la crue qui reconnecte le fleuve Colorado à la mer de Cortez. Cette libération avait pour but de répondre à des objectifs environnementaux à plus de 500 km en aval, clairement une perspective de bassin sur la libération des débits à partir d'une seule structure. L'information sur l'écran concerne le barrage de Nepean en Australie. Notez que non seulement ce barrage a la possibilité de libérer des débits environnementaux dans le cadre de ses règles opérationnelles, mais les informations sur les lâchers quotidiens sont également disponibles sur Internet. Les chiffres à gauche concernent l'indication du 2 décembre 2017. 16 millions de litres libérés en tant que débits environnementaux. Les chiffres de la semaine passée et de l'année passée sont également indiqués. Le fait que ces informations soient fournies quotidiennement permet aux gestionnaires de l'eau en aval de savoir ce qui résulte de la coordination de leur rejet pour un bénéfice environnemental maximal. Passons au mécanisme d'un plafond sur la consommation d'eau. Un plafond est une limite placée sur le volume total d'eau qui peut être détourné ou prélevé dans un bassin. Ce mécanisme est particulièrement adapté aux bassins où les utilisateurs d'eau ont des droits sur l'eau qui peuvent être échangés sur un marché quelconque. Ainsi, en plafonnant le volume d'eau disponible pour l'échange, on augmente la valeur de l'eau et on accroît des incitations à la fois pour la conserver et l'utiliser à bon escient. Vous avez peut-être entendu parler de l'expression plafonnement et échange dans le contexte des émissions de gaz à effet de serre. Le système de plafonnement et d'échange le plus important pour l'eau se trouve dans le bassin Murray-Darling. Certaines mesures de plafonnement et d'échange ont été prises dans le bassin du fleuve Chaude en Chine et il a été proposé comme un mécanisme viable dans l'Ouest américain aride. Mais l'Australie est le seul exemple que je connaisse où
il a été appliqué à grande échelle. En réponse à l'utilisation croissante de l'eau et à la détérioration des conditions écologiques dans le bassin Murray-Darling, le Conseil ministériel du bassin Murray-Darling a imposé en 1995 un plafond sur le total de détournement de l'eau. En 2019, à la suite du plan Bassin Murray-Darling de 2012, ce plafond sera remplacé par un nouveau cadre de limite de dérivation durable, LSD, qui représente les quantités annuelles moyennes maximales à long terme d'eau pouvant être prélevées de manière durable sur les ressources en eau du bassin. Les LSD continueront à limiter les volumes d'eau qui peuvent être détournés et produiront donc un effet similaire à celui du plafond. Le plafond est défini comme le volume d'eau qui aurait été détourné en vertu des niveaux de développement de 95-94. Il est calculé chaque année pour 24 vallées différentes du bassin. Notez qu'il ne s'agit pas d'une quantité d'eau fixe, mais d'un volume qui aurait été détourné compte tenu de l'état de l'infrastructure en 93-94. Les règles de répartition de l'eau et de fonctionnement du système, des droits qui ont été attribués et de l'ampleur de leur utilisation, du niveau sous-jacent de la demande en eau et de l'efficacité du fonctionnement du système. Ces conditions de 1995, 93, 94 ont été prises en compte dans 24 modèles utilisés pour fixer le volume maximal annuel. La figure de droite montre les unités de gestion des plafonds du bassin, les principales infrastructures de contrôle et les modèles hydrologiques associés. La variabilité annuelle du plafond et les niveaux de dérivation correspondants sont indiqués sur la figure de gauche. Notez qu'il s'agit d'une décennie de sécheresse dans le bassin Murray-Darling, ce qui explique la tendance à la baisse du niveau du plafond. Les dérivations et du débit vers la mer ont également baissé. Les niveaux de chaque variable ont augmenté au cours des dernières années. Le plafond fixe une limite aux dérivations, ce qui protège également un niveau d'eau résiduel dans les bassins qui sert de débit environnemental de base. Il s'agit d'une approche passive de la protection des débits environnementaux, mais le plafond fixé chaque année n'est pas influencé par des objectifs environnementaux spécifiques pour cette eau résiduelle. Par conséquent, afin d'atteindre les objectifs environnementaux et surtout de restaurer la fonction écologique du système, les gestionnaires de l'eau du bassin Murray-Darling devaient acquérir et gérer activement l'eau environnementale côte à côte avec les autres utilisateurs de l'eau. Voyons comment ils s'y sont parvenus. Dans le bassin Murray-Darling, l'environnement a des droits sur l'eau, tout comme les autres utilisateurs de l'eau. Mais alors que d'autres droits sur l'eau sont acquis et l'eau détournée par des particuliers ou des entreprises, les droits sur l'eau de l'environnement sont acquis par le gouvernement australien au nom de l'environnement. Et les décisions concernant les détournements sont prises par les gestionnaires environnementaux de l'eau. En 2014-2015, les droits sur l'eau de surface à des fins environnementales se sont élevés à un peu plus de 4 millions de mégalitres, ce qui équivaut environ à 25% du total des droits sur l'eau. Les dérivations autorisées au cours d'une année donnée dépendent du plafond que j'ai mentionné précédemment, des conditions dans le bassin, de la disponibilité physique de l'eau et des objectifs des gestionnaires environnementaux de l'eau. L'acquisition de ces droits d'eau a été une tâche ardue et coûteuse, comme vous l'apprenez dans l'étude de cas présentée dans cette unité par John Connolly. Comme pour tout utilisateur d'eau, les objectifs d'utilisation environnementale de l'eau varient en fonction des conditions. Le cadre présenté sur la diapositive montre les exemples des objectifs environnementaux d'arrosage dans différentes conditions climatiques. Les objectifs sont alignés sur ce que seraient les fonctions de l'écoulement dans les conditions naturelles similaires.
Dans les conditions de sécheresse et d'aridité, comme cela s'est produit au cours de la première décennie de ce siècle, la priorité est donnée à la protection des systèmes aquatiques contre les pertes et les catastrophes écologiques critiques. Et lorsqu'un peu plus d'eau est disponible, l'eau maintient d'un niveau de fonctionnement réduit qui soit les limites de tolérance des plantes et des animaux aquatiques. Dans les conditions moyennes, les priorités se concentrent sur le rétablissement et l'amélioration de la santé et de la résilience écologique. Et dans les conditions humides à très humides, les priorités deviennent l'amélioration des processus écologiques et la reconnexion des systèmes, en particulier les plaines inondables et les zones humides. Il s'agit d'un exemple de plan d'arrosage environnemental pour le fleuve London, dans l'état de Victoria en 2013-2014. Il consiste en des débits saisonniers faibles indiqués en bleu et des débits frais indiqués en vert. Chacune de ces composantes de débit est assortie des objectifs spécifiques. Par exemple, le débit d'eau douce de printemps est de 650 mégalitres par jour pendant 6 jours à 10 jours, a pour objectif de fournir aux poissons des indices de mouvement et de reproduction et de maintenir la forme du chenal et les processus géomorphologiques le long du chenal principal de London et son système de distribution. Ce plan d'arrosage est élaboré avec la participation des gestionnaires de la voie navigable qui proposent des objectifs plus locaux basés sur leur stratégie de la voie navigable élaborée en consultant avec les communautés et d'autres partenaires. L'Environmental Waterholder de l'État de Victoria intégrera les objectifs des différentes voies navigables dans un plan d'arrosage complet qui est également coordonné avec les plans des autres États. Les Environmental Waterholding du système de London peuvent être libérés de plusieurs réservoirs différents pour mettre en œuvre ce plan. Cela permet une gestion active de la ressource. Les gestionnaires environnementaux de l'eau sont également conscients que des flux non réglementés dans le système et des débits contrôlés par et destinés à d'autres usages. Il s'agit notamment de l'eau destinée aux usages consommateurs en aval du London. Le gestionnaire environnemental de l'eau s'efforcera de coordonner les rejets dans l'environnement avec d'autres débits afin de maximiser les résultats environnementaux. Le deuxième mécanisme donnant à l'environnement un droit légal à l'eau est la réserve écologique ou environnementale. Comme vous l'avez appris dans les unités précédentes, ce mécanisme est utilisé en Afrique australe et orientale et trouve son origine dans la loi sud-africaine sur l'eau de 1998. Au niveau de la planification, la réserve est un droit à l'eau pour l'environnement orienté vers un objectif afin de garantir que l'eau nécessaire à la protection des écosystèmes aquatiques et à la satisfaction des besoins humains fondamentaux soit mise de côté avant d'être allouée à d'autres utilisateurs. Si vous examinez ou vous imaginez un seau représentant le volume total moyen à long terme de l'eau dans un bassin, la réserve peut être considérée comme le volume réservé aux besoins humains fondamentaux et à l'environnement. Les unités de la réserve, cependant, sont généralement exprimées en mètres cubes par seconde, donc elle est considérée comme un débit instantané. La réserve est établie et protégée dans le cadre du processus de planification de la répartition de l'eau qui évalue le rendement naturel total d'un bassin, met la réserve de côté et quantifie ensuite l'eau disponible pour d'autres utilisations et les règles est disponible pour la répartition de l'eau entre les différents utilisateurs. L'autorisation
d'utilisation de l'eau. Ces autorisations d'utilisation de l'eau sont ensuite délivrées sous forme de licence ou de permis. Le processus de mise en réserve d'eau pour l'environnement et de délivrance de permis d'utilisation jusqu'au niveau maximum de rendement quantifié allouable est, d'une certaine manière, similaire à la fixation de plafond pour la dérivation. Mais comme cela est appliqué en Afrique, les valeurs du rendement allouable et la réserve ne varient pas chaque année. Il ne s'agit donc que d'outils de planification à long terme et d'autres approches sont nécessaires pour faire face aux variations de la disponibilité de l'eau entre les années, les saisons et même les jours. Un contrôle plus opérationnel et en temps réel des niveaux de débit environnementaux à l'aide de licences ou de permis nécessite l'instauration des restrictions dans l'utilisation des permis. Je dois dire ici que dans de nombreux systèmes d'allocation d'eau et de permis, sinon dans la plupart d'entre eux, il n'y a que peu ou pas d'actions de gestion en temps réel entrepris pour contrôler les conditions dans la rivière. Mais la disponibilité de ces actions existe. Votre deuxième étude de cas dans cette unité est celle de Lorraine Zielinski dans le bassin de la rivière Mara au Kenya et en Tanzanie. Le Mara a été l'un des bassins que nous avons présenté dans ce cours parce que nous y travaillons nous-mêmes et nous sommes engagés dans l'effort pour gérer durablement les débits environnementaux. Au Kenya, les permis d'eau sont soumis à des restrictions en fonction de l'utilisation prévue de l'eau allouée. L'eau pour l'irrigation ne peut être prélevée lorsque le débit du fleuve est supérieur à un niveau également exprimé en mètres cubes par seconde, désigné comme débit de crue. Le niveau par défaut est celui qui est dépassé 80% du temps, ce qui vise à donner aux utilisateurs un niveau de fiabilité raisonnable. Pendant les périodes de crue, il n'y a pas de restriction et tous les détenteurs de permis peuvent prélever de l'eau jusqu'aux limites de leur permis. Lorsque les débits tombent en dessous d'un niveau de crue et dans la zone de restriction 1, les irrigants doivent cesser de prélever et passer à l'utilisation de l'eau stockée sur leurs exploitations, qui devrait être suffisante pour répondre aux besoins d'irrigation pendant 90 jours. Dans la zone de restriction 1, les détenteurs de permis pour les usages domestiques peuvent encore prélever de l'eau jusqu'au niveau de leur permis. Toutefois, lorsque le débit descend en dessous du débit instantané fixé pour la réserve, les prélèvements d'eau d'usage domestique doivent également être réduits au niveau de 25 litres par personne desservie et par jour. Cette condition prévaudra jusqu'à ce que les débits augmentent à nouveau pour atteindre des niveaux supérieurs à la réserve. Ce système nécessite une surveillance en temps réel des niveaux de débit dans le système et une communication avec les détenteurs de permis pour les informer du niveau de restriction en place. Nous travaillons à l'actualisation de ce système dans le Mara et donc à la protection de la réserve. Les meilleures pratiques en matière de gestion des ressources en eau appellent aujourd'hui à adopter une approche à l'échelle du bassin, ce qui signifie que notre premier message à retenir dans ce cours est l'importance d'intégrer les débits environnementaux dans la planification et la gestion des ressources en eau à l'échelle du bassin. Nous avons pris connaissance de 5 mécanismes pour y parvenir, à savoir les plafonds de consommation d'eau, les conditions de licence pour les utilisateurs privés d'eau, les conditions pour les opérateurs de stockage ou de réserve en eau, la création de réserves écologiques ou de réserves d'eau et l'émission des droits environnementaux sur l'eau. Bien qu'il s'agisse de mécanismes distincts, ils sont plus efficaces lorsqu'ils sont appliqués en parallèle, notamment la combinaison de droits environnementaux sur l'eau avec un plafond et une réserve avec des restrictions de permis. De nombreuses autres approches créatives sont nécessaires
pour que les recommandations relatives aux délits environnementaux soient mises en œuvre avec succès. Nous sommes ici à la fin de cette présentation. Merci.